Dimanche 23 février 2020, l'équipe du dimanche est en place, pilotée ce soir par Jonathan Ilboudo. Bonsoir et bienvenue au 7 Info. L'essentiel de l'actualité de la semaine et l'analyse en plus avec notre analyste Siaka Koulibaly. Tout de suite, le journal du dimanche. Ça grogne à nouveau au sein des commerçants du grand marché de Bobo-Dioulasso. Ce dimanche 23 février, des membres du comité de gestion du marché ont réaffirmé leur désaccord avec le maire Bourahima Sanou sur sa volonté de remplacer la structure de gestion des marchés SGM par la SGIM, la structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes. Une structure que le maire compte mettre en place demain lundi. Cette fois, les commerçants du marché central de Bobo-Dioulasso ne sont pas allés du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'ils qualifient de forcing du maire par rapport à la transformation de la structure de gestion des marchés SGM en SGIM à la structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes. L'édit de la ville de Sia Bourahima Sanou serait en passe de faire un forcing en procédant à l'installation du fameux SGIM ce lundi 24 février 2020. Nous venons ici et maintenant prendre l'opinion publique nationale à témoin que si d'aventure les statuts fondateurs qui consacrent la création de la SGM venaient à être éventrés au profit d'un statut à dessein, nous n'allons pas nous laisser faire. Et si le maire Bourahima Sanou s'entête à mettre en place la SGIM ce lundi 24 février comme cela est prévu, le marché restera fermé demain tout au long de la journée du lundi. Voilà, pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de ce que monsieur le maire de la commune veut faire aux commerçants. Il veut nous prendre en otage. On n'est pas d'accord. On ne serait jamais d'accord. Pour les conférenciers du jour, la mise en place de la SGIM n'a pas eu l'assentiment des acteurs principaux du marché central de Bobo-Dioulasso. Et puis Bassirou Belem et ses camarades ne comprennent pas cette décision subie du maire de mettre en place la SGIM pendant que le dossier est toujours en justice. Le maire n'a pas associé les commerçants même vis-à-vis des décisions qu'il veut prendre. Sinon, si on voit très bien, le problème est en justice. Et ça ne sert à rien d'avancer le doigt dans l'eau. Si on est en justice, là, il faut attendre les décisions judiciaires. Si vous avez raison sur les décisions judiciaires, en ce moment-là, vous pouvez prendre certaines décisions. Puisque même si le maire venait à remporter le procès, on peut faire appel. Si Ibrahima Traoré aussi remporte le procès, on peut toujours faire appel. Mais sûrement qu'il voit que la décision judiciaire est lente. Ça ne vient pas à sa faveur rapidement comme il veut. L'ordonnance qu'on a remis tout récemment, l'ordonnance de référé, il veut se baser sur ça pour mettre sa structure en place. Et on voit que c'est juste une ordonnance de référé. Il n'y a pas d'ordonnance exécutoire qui dit qu'il peut faire son travail comme il veut. Face à cette situation entre l'édile de Bobo-Dioulasso et les commerçants par rapport à la gestion du marché central, les conférenciers invitent les autorités à prendre des mesures idoines pour éviter des troubles au sein du marché central de Bobo-Dioulasso et du marché des fruits et légumes. Le maire lui tient mordicus à la mise en place de la structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes SGIM prévue ce lundi 24 février 2020. La mairie qui entend réagir donc demain. À présent, retour sur Actu. C'est l'image de la semaine. Le président du Faso face aux déplacés internes à Dori, entre espoir pour les uns et engagement pour les autres. Ambiance. Face à ces déplacés internes du Wendou dans la commune de Dori, visiblement enthousiasmés d'exposer leurs difficultés à la première autorité du pays, le président du Faso a d'abord salué l'esprit de solidarité de toutes les communautés hautes des déplacés internes à travers le Burkina. Pour le chef de l'État, c'est une obligation pour lui et le gouvernement de rétablir la sécurité et il en prend l'engagement. Notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions rétablir la paix dans ce Burkina Faso, que nous puissions repousser hors de nos frontières l'ensemble de ces terroristes et accueillir ceux qui veulent déposer les armes et revenir dans notre pays tranquillement.
devons aussi continuer à travailler à ce que ceux qui sont déplacés regagnent leur village. Ça, c'est une obligation. Quand vous vous déplacez, pour vous, ce n'est pas facile. Pour ceux qui accueillent aussi, ce n'est pas facile. Tout à l'heure, on vient de l'entendre. Malgré la solidarité, celui qui vous accueille n'a pas suffisamment les moyens pour tenir l'autre. Et là aussi, ça crée un problème supplémentaire. La région du Sahel compte environ 283 000 déplacés internes. 16 sites de déplacés internes existent dans la province du Sénou. Et à l'instar de celui de Windou, ils sont confrontés à l'insuffisance de l'aide alimentaire et aux problèmes d'eau. J'ai noté les différents points qui ont été évoqués. Les questions d'eau, les questions de vivre. Nous allons regarder avec aussi bien les autorités locales que le gouverneur ce que nous pouvons faire pour apporter des appuis sur ces questions-là. Parce que c'est une obligation, c'est un devoir. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous regardons nos frères et nos sœurs dans cet état d'errance et de souffrance. Le chef de l'État, tout en appelant l'ensemble des communes, des provinces et des régions à épauler les localités qui abritent les déplacés internes dans leur prise en charge, a procédé à la remise de vivres, de nattes et de couvertures offerts par le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Chaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. 283 000 déplacés pour la région du Sahel, durement touchée justement par le terrorisme. Évidemment, quand le chef de l'État se déplace auprès des déplacés comme ça, il y a de quoi susciter des espoirs, mais la question reste entière, c'est comment faire en sorte que ces populations regagnent leur village, leur localité. Et là, ça pose encore une fois la question de la sécurisation de ces zones. Oui, c'est ce que le chef de l'État lui-même a dit aux déplacés, à savoir que l'idéal serait qu'ils puissent retourner dans leur lieu d'habitation habituel. Cela montre qu'il est au courant donc, des enjeux et des besoins qui s'expriment sur le terrain. Ici, il ne peut faire face qu'à l'aspect humanitaire de la chose, à savoir la question de l'eau, de l'hébergement et de l'alimentation. Mais la grande question, c'est la question de l'insécurité. Aux dernières nouvelles humanitaires, on se rend compte qu'il y a actuellement donc, des regroupements dans les grands centres. Djibo pour la zone du Soum, Dori pour le Sénou et Seba pour le Yaga. Donc, en dehors de ça, il est extrêmement difficile donc, maintenant de circuler. Donc, on peut penser à une aggravation de la situation sécuritaire, qui, c'est vrai, est prise en charge par les forces de défense et de sécurité nationales et aussi le G5 Sahel. Mais apparemment, on n'est pas au bout du tunnel en ce qui concerne cette situation. Et je pense que le chef de l'État, en se rendant sur le terrain, va ramener des constats physiques qu'il fera lui-même. Et cela permettra peut-être de donner un coup de pouce aux réponses qu'il peut engager. La réalité, c'est que c'est peut-être là aussi l'autre victoire des terroristes, arriver justement à vider des populations de leur village. Et là, il faut apporter la riposte à faire en sorte que ces populations regagnent ces localités. Et c'est là tout l'enjeu. Mais visiblement, on semble résigné désormais à accepter cet état de fait et à le faire à s'engager dans une dynamique de gestion durable de la situation des déplacés. Absolument. On a beau parler de cette situation sécuritaire, on avait pensé peut-être que assez rapidement, la riposte aurait permis, donc, ne serait-ce que de réduire l'espace occupé par les terroristes, mais apparemment ce n'est pas tout à fait le cas et qu'il faut songer à voir encore pendant longtemps cette situation sur le terrain. Donc je ne peux vraiment pas dire exactement ce qui peut être fait, mais je pense que le chef de l'État, en s'étant rendu là-bas, il verra lui-même de quoi il s'agit. Quoique on sait déjà que la zone du Sénou de Dori est peut-être la moins touchée d'ailleurs en nombre d'incidents. En tout cas, pour ce qu'on entend officiellement. Et si là, déjà, il y a tous ces regroupements des réfugiés internes, cela signifie que tout le Sahel est dans une situation totalement ingérable à l'heure actuelle. Pas simple, en tout cas, pour ces milliers de déplacés qui attendent assistance, mais surtout sécurité pour regagner leur domicile, surtout que, depuis un certain temps,
il est difficile pour eux de vivre dans cette situation sans avoir accès à leur champ pour la culture, aussi la question de l'éducation des enfants. Ça reste des problèmes, en tout cas, assez difficiles à gérer pour la population. Une semaine d'actualité, c'est aussi la sortie de la société immobilière Abdoul Service International accusée d'arnaque à propos de la cité ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement. Elle a réagi cette semaine. En février 2019, une convention a été signée entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement et la société immobilière Abdoul Service International pour la construction de 425 logements au profit du personnel de l'ONEA sur des sites à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Une délégation de la société immobilière avec à sa tête son président-directeur général est sur les sites qui accueillent ces cités du personnel de l'ONEA. La délégation est d'abord allée sur le site de Saba. Ici, les travaux sont à terme et les clés ont été réceptionnées selon le représentant des bénéficiaires. Après, le cap est mis sur le site de Zaktouli qui accueille 350 logements des agents de l'ONEA. Là, 120 logements sont prêts à être réceptionnés et le reste est en phase de finition. Des agents de l'ONEA et de la SONABEL sont à la manœuvre pour l'électricité et l'eau dans les locaux. Dans l'ensemble, les bénéficiaires se disent satisfaits de la qualité des travaux. Nous avons 425 villas que notre partenaire Abdoul Service doit nous livrer. Ici, sur ce site, donc Zaktouli 2, nous avons Sahaba 2, nous avons 18 villas que nous avons réceptionnées et on a transmis les clés donc, à nos collaborateurs. Voilà. Alors, tous les collaborateurs ont reçu les clés, ils sont venus voir les villas et ils sont satisfaits. Voilà, nous, à notre niveau, si nos collaborateurs sont satisfaits, et nous, l'équipe aussi, alors, elle est satisfaite, en tout cas, des travaux qui se sont passés ici. Cette visite fait suite à des polémiques sur le non-respect du délai de livraison des logements qui était initialement prévu en fin décembre 2019. Une situation que d'autres qualifient d'arnaque de la part d'Abdoul Service International. Sur cette question, le président-directeur général de la société immobilière donne des précisions. On devrait livrer les maisons en fin décembre. En novembre, il y a eu au moins un rajout de nombre, parce qu'il y a plus de 100 et quelques personnes qu'on nous a envoyées. Il y a eu aussi des modifications par rapport aux différents logements. Donc ça fait que ce n'est pas simple. Construire un bâtiment, il ne faut pas faire ça à la va t'asseoir. Il faut prendre un temps avec des techniciens à tout moment. Comme l'ONEA même a des techniciens aussi qui suivent les travaux. À tout moment, il y a des corrections à faire. Donc, en fonction de ça, on ne peut pas quand même être dans le délai. Si ça s'est trouvé que c'était le nombre qu'ils avaient demandé au départ, on n'allait pas dépasser le 31 décembre. Mais comme il y a eu les rajouts, plus de 150 logements, ce n'est pas du jeu. Ou bien aussi les modifications qu'il y a d'autres qui avaient demandé F2, à la fin ils viennent demander F3, il y a d'autres qui ont demandé F3, à la fin ils viennent demander F4. Donc ça fait que vraiment ce n'est pas simple, quoi. Nous avons demandé à tous ceux qui sont autour de nous, au comité de pilotage de l'ONEA, d'être présents pour que nous puissions quand même répondre à ceux qui sont en train de parler des arnaqueurs, des escrocs, pour faire comprendre la réalité. Selon le PDG d'Abdoul Service International, le reste des logements devrait être mis à la disposition du personnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement d'ici fin mars 2020. La polémique de la semaine, c'est bien l'application de l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, sur les primes et indemnités des fonctionnaires. Le porte-parole du gouvernement, Rémi Danguino, a été clair cette semaine. À l'issue du Conseil des ministres, l'IUTS sera appliqué à la fin de ce mois de février. Au ministre en charge des Finances, qui a noté que ça allait commencer pour le mois de février. Voilà, je pense que après attendons, ne soyons pas pressés. Chaque agent de la fonction publique verra effectivement ce qui a été coupé. Ça concerne tout le monde, hein, y compris les membres du gouvernement qui ont signé des contrats avec l'État ou qui sont des fonctionnaires parce qu'ils sont dans une situation de travailler pour la fonction publique. Donc il n'y a aucun souci, tout le monde est concerné par ces UTS sur les indemnités et primes. Voilà ce que je peux dire. Et dans le détail, les ministres en charge des Finances donneront les précisions sur quels sont les axes qui ont été choisis afin justement que ça soit acceptable et soutenable dans le respect de l'équité et de la justice qui doit s'imposer en tous sur ces questions d'impôts. Voilà.
en face les travailleurs qui s'y opposent, qui se mobilisent d'ailleurs. On apprend que déjà au niveau des coordinations des différentes structures syndicales, ça bouge avec des réunions en cours. FADA déjà au niveau de la coordination CGTB de la région de l'Est a tenu une rencontre et on annonce un débrayage déjà à partir de demain lundi au niveau de cette région. C'est dire que les syndicats sont déterminés justement à faire barrage à cette imposition. Mais en face aussi, on a vu depuis ce document qui, en tout cas de communication, qui montre véritablement une offensive que le gouvernement aussi veut engager pour essayer de convaincre. Mais est-ce encore possible de convaincre les gens sur l'intérêt de cette imposition visiblement? On a comme l'impression qu'il y a, d'un camp comme de l'autre, on se prépare justement à aller en guerre sur cette question de l'UTS. Il y a de quoi craindre, non, Siaka Coulibaly? Oui, tout porte à croire qu'on va assister à une levée des boucliers de part et d'autre. Tout à fait normal que les travailleurs, sentant donc réduire leur pouvoir d'achat, vont essayer de batailler. Je pense qu'ils avaient peut-être pensé que le gouvernement n'irait pas jusqu'à mettre en application sa décision. C'est vrai que c'était annoncé pour janvier, après reporté. Et on s'est dit que le gouvernement finalement a renoncé, mais là, c'était juste un repli tactique finalement. Oui. Pour l'annonce, je crois que le ministre Rémi Gandhinou ne fait que confirmer ce qui avait déjà été annoncé par le Premier ministre, déjà dans le dernier trimestre de 2019. Donc on y est. L'UTS a été appliqué aux indemnités et autres primes. Il reste maintenant à voir qu'est-ce que les travailleurs vont apporter comme réponse. On croit savoir déjà qu'il y a une rencontre des SG syndicaux demain et que par la suite, on aurait peut-être une déclaration de leur part. On verra bien qu'est-ce qui va être... Ce qui est certain ici, à mon avis, c'est peut-être la capacité de gestion donc, de la communication entre le gouvernement et les travailleurs qui se posent là. La question, justement, c'est que la communication gouvernementale, c'est quelque peu d'opposer les travailleurs du privé et du public en jouant sur cette dimension équité et justice sociale. Tout à fait. Le gouvernement cherche à jouer sur cet aspect des choses, alors que je pense que les travailleurs s'étaient déjà harmonisés là-dessus, puisque les syndicats du public avaient endossé la revendication des travailleurs du privé, de supprimer même les UTS sur leurs indemnités et primes. Donc, à ce niveau, je crois qu'il y avait déjà une convergence des vues entre les travailleurs du privé et ceux du public. Si maintenant, ceux du public même sont frappés par la même mesure, c'est peut-être certain qu'il y aura une sorte d'unité d'action entre le privé et le public sur la question. Avec cette différence ici, cette fois-ci, c'est que la mesure est tellement générale qu'on peut avoir une mobilisation massive de la part des travailleurs du public, même ceux qui hésitaient ou ceux qui habituellement ne s'engagent pas dans les actions syndicales ou sont peut-être favorables au pouvoir en place, etc., qui étaient un peu le ventre mou de l'action syndicale, peuvent aujourd'hui basculer dans une sorte de radicalité et accompagner donc les mots d'ordre extrêmes que les syndicats pourraient adopter. Je n'ai pas entendu le porte-parole du gouvernement annoncer des rencontres de concertation avec les syndicats en vue notamment de désamorcer. Ils vont peut-être faire une campagne médiatique où plusieurs membres du gouvernement vont expliquer. Or, les explications... À quel dessein finalement, avec quel impact? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses, une communication peut encore désamorcer la bombe ou convaincre quelqu'un? L'idée ici, je pense, je ne suis pas à la place du gouvernement, c'est peut-être un peu similaire à la situation des fonds communs. C'est d'interpeller le reste de la population sur les privilèges donc, que les travailleurs auraient et que quand on cherche à les imposer,
ils ne sont pas contents. Donc c'est une question donc, de privilégier contre ceux qui n'ont rien du tout, notamment aujourd'hui avec les déplacés qui sont dans la situation qu'on a vue ici tout à l'heure. Ça changera quoi cette communication si ce n'est davantage paralysée? Parce que de toute façon, ce ne sont pas les travailleurs du privé qui pourront empêcher un blocage du fonctionnement de l'administration publique. Oui, tout à fait. Et même qu'on peut revenir avec l'expérience du Fonds commun. Il y a eu cette communication qui tentait donc de démontrer que les privilégiés ne veulent pas perdre leurs avantages. Mais finalement, on a vu que, vu les moyens utilisés par les travailleurs, le gouvernement avait été obligé de faire recul et même de remplacer les fonds communs par quelque chose de peut-être plus important pour les travailleurs. Donc ici, je ne sais pas trop vraiment quelles sont les perspectives pour le gouvernement. On sait que c'est une question assez sensible. On peut encore espérer que le gouvernement, dans la foulée donc, de sa mesure, initie en même temps des concertations avec les travailleurs, peut-être pour faire des compensations sur ce que les travailleurs vont perdre. Parce que quand on a écouté le gouvernement d'abord, dans un premier temps, ils ont expliqué que c'est une question d'équité entre privé et public, et que aussi le principe de l'impôt, c'est qu'il frappe toute l'assiette. Donc, cette explication a déjà été donnée. Mais on a entendu de la part des syndicats des arguments qu'on ne peut pas rejeter également totalement. Ils ont fait état que si le gouvernement cherche vraiment à faire des recettes, il y a d'autres niches qui existent, d'autres niches fiscales qui existent en dehors de l'UITS sur les primes et les indemnités. Ils ont évoqué les restes à recouvrer, qui sont considérés comme des avantages offerts aux commerçants, qui, au lieu de payer leurs impôts, négocient avec l'administration et obtiennent des dérogations, des exonérations ou des reports du paiement. Il y a la dépense fiscale, qui fait aussi beaucoup grincer du côté des syndicats des travailleurs, qui est donc une sorte de financement que le gouvernement octroie à certaines entreprises. Et dans la dépense fiscale, on retrouve beaucoup de sociétés minières. Du coup, les syndicats posent aujourd'hui cette question de l'UITS sur les indemnités et les primes comme une question donc d'équité et de justice, en disant le gouvernement privilégie les commerçants et les opérateurs économiques au détriment de ceux qui travaillent, qui n'ont que leur salaire pour s'en sortir. Donc, communication pour communication, on verra bien dans la semaine à venir. Je sais que les 2 premières journées de cette semaine-là vont être assez mouvementées en termes de communication de part et d'autre. On verra bien quelles astuces le gouvernement va trouver pour essayer de désamorcer ce que je peux considérer comme une bombe déjà. On s'imagine que le gouvernement a bien mûri sa dynamique après le repli tactique de janvier. Oui. Et donc, c'est peut-être là le point de non-retour. Oui. Mais là, est-ce que politiquement, ce n'est pas une erreur pour le gouvernement en cette année électorale? Ou alors n'a-t-il pas le choix peut-être? Parce que derrière, on sait aussi qu'il y a les partenaires techniques et financiers aussi qui mettent la pression. C'est ce qu'il faut considérer également. C'est-à-dire que le gouvernement, à mon avis, ne peut pas aller à des mesures aussi extrêmes sans raison valable. Vous le savez que les partenaires financiers et économiques du pays, je veux parler notamment du FMI, sont assez intransigeants sur un certain nombre de réformes qui doivent être apportées. Ils parlent généralement du solde primaire du budget de l'État. Lorsque celui-ci est en défaillance, c'est toute la structure budgétaire du pays qui est en jeu. Et c'est ça qui est peut-être mis en œuvre. Et pour la période, je pense plutôt que le gouvernement a dû peut-être repousser cette mesure pour attendre l'année électorale où se dit, bon, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc il faut y aller. Et peut-être que les arguments de la stabilité... Il avait la possibilité de refiler ça à celui qui viendra après 2020. Oui, c'est vrai. Mais si le gouvernement pense qu'il va peut-être être maintenu, donc il faut considérer les choses dans la durée. Peut-être attendre d'être réélu aussi avant de l'appliquer, en se disant qu'on n'a plus besoin d'un troisième mandat. Je ne peux pas défendre la position gouvernementale. Ils ont dû mûrir la chose, puisque ça fait déjà plus d'un trimestre que la question est en train d'être discutée. Ils ont dû voir tous les aspects de la question avant d'y aller de façon aussi forte. Donc, pour moi, le gouvernement... Peut-être que le gouvernement pense que les travailleurs n'ont pas un impact sur le vote? C'est peut-être pas tellement ça la question. La question, c'est plutôt la réactivité des travailleurs.
Parce que ce n'est pas certain que les travailleurs disent non, nous on laisse passer, on accepte de payer les impôts en question et puis on va les sanctionner dans les urnes. Étant donné que les syndicats n'ont pas vocation à agir politiquement, ils ne vont pas aller en campagne pour dire aux électeurs votez tel candidat plutôt que tel autre à cause de... Ça va au-delà du cadre syndical, c'est le travailleur qui constate justement que son pouvoir d'achat là est touché et qui peut traduire ça dans les urnes aussi. Il peut aller individuellement de par sa position politique, mais il ne peut pas endosser cette position dans le cadre syndical. Bien sûr, mais voilà. sans donner de consignes, naturellement. Voilà, ils ne donneront pas de consignes, donc il ne peut pas utiliser cette arme-là, à mon sens, pour dire que ce sera la réponse. Non, je vais dire, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on n'aurait pas pu penser aussi à cela, que ça peut avoir un impact justement? Tout à fait. C'est clair que ça va jouer. Et toute la gestion de la crise multiforme qui se présente aujourd'hui, il y a la crise sécuritaire. Je pense que ce n'est pas par hasard que le président s'est rendu auprès des réfugiés actuellement. C'est peut-être pour montrer que quand même, il y a quelque chose qui La question est en train de se faire. c'est qu'on la pose, c'est l'opportunité. Pourquoi maintenant, à quelques mois des élections, tenter justement cette réforme? Parce que là, avec tous les risques que ça comporte justement, de blocage. Beaucoup de risques et il se peut qu'il y ait déjà eu des engagements que le gouvernement aurait pris avec ses partenaires financiers qui conditionnent certains appuis. Et on peut même penser que l'appui pour les élections peut être conditionné par cette réforme. Ce sont des possibilités. Donc, eux, de leur point de vue, ils sont peut-être coincés et il faut forcément faire... Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut y aller maintenant, quitte à ce qu'il y ait un peu de casse. D'ailleurs, à l'expérience que les responsables du pays à l'heure actuelle ont, le chef de l'État et le Premier ministre sont très bien placés pour savoir ce que signifient les réformes du FMI. On a vu ici la période du PASS, avec tout ce que cela a suscité comme remous. Peut-être qu'ils se sont référés à cette période-là pour se dire, bon, finalement, ça n'avait pas renversé le gouvernement outre mesure, ça n'avait même pas entraîné des secousses sociopolitiques plus importantes que ça. Voilà, peut-être qu'ils ont fait ces calculs-là et qu'ils se disent, avec l'obligation d'y aller maintenant, on va y aller, on verra bien qu'est-ce qu'on fera sur le terrain. Voilà, et là ça reste en tout cas une grosse équation. Et il y en a qui vont même jusqu'à se demander si là le pouvoir n'est pas en train de chercher justement à créer une crise qui pourrait être une occasion de repousser les élections. La théorie du complot, effectivement, s'est invitée parce que beaucoup pensent que le gouvernement à l'heure actuelle, au vu peut-être de l'opinion qu'elle a dû... recueillir secrètement par des sondages qui se font par-ci par-là, peut-être se dit, bon, le mieux pour nous aujourd'hui, ce serait de négocier un report des élections, de sorte à avoir un bonus et pouvoir gérer en attendant que la situation se calme. Et pour cela, il faut bien une raison valable, il faut peut-être une crise. Il faut une crise, mais on pensait que la crise sécuritaire était une raison suffisante. Et là-dessus, la crise sécuritaire n'a pas réussi à convaincre les autres partenaires d'accepter le report, puisqu'on l'a vu avec l'épisode Bala Sakandé, qui disait que si la sécurité n'est pas rétablie, il y a eu des réactions, y compris dans son propre parti. Les premiers responsables du MPP ont dit qu'il n'en était pas question. La concertation politique, au niveau du dialogue politique, a été claire également là-dessus. Les élections se feront. Et le CFOP a dit les élections se feront. Finalement, le gouvernement a opté et le calendrier électoral a été adopté. Donc on s'est dit que la crise sécuritaire n'a pas été suffisante. Si c'est quand on reste toujours dans la théorie du complot, donc peut-être qu'il faut créer d'autres crises qui vont justifier qu'on ne puisse pas organiser les élections. Repousser, peut-être qu'on en aboutisse aussi à une forme de transition par la suite qui pourrait permettre de prolonger le mandat. C'est peut-être des calculs pas forcément fondés, mais c'est possible. S'il n'y a pas d'élection, il faut forcément un arrangement. Et l'arrangement, ce serait donc de reconvoquer la classe politique pour donc repartager les positionnements. On pourrait avoir un changement de majorité et un nouveau gouvernement plus convergent qui va peut-être impliquer l'opposition avec le pouvoir en place.
Ce sont des hypothèses qui sont possibles. Peut-être aussi que le gouvernement, avec les expériences de 2019, on a vu aussi vers la fin de l'année qu'il a réussi aussi à avoir certains aussi syndicats à l'usure, se dit peut-être qu'on a désormais la recette, on mesure la réalité de la force syndicale et on se dit que peut-être que les syndicats ne pourront rien. Oui, tout à fait. Il y a cette possibilité, c'est de dire qu'à la longue, les syndicats à un moment donné sont obligés de reprendre le travail. Si on prend le cas de la santé... En jouant aussi sur les coupures sur salaire aussi en cas de mouvement. Voilà, exactement. Il y a tout ça qui avait déjà joué pour les travailleurs de la santé, par exemple. Donc, à un moment donné, le mouvement s'effrite parce que c'est intenable pour les travailleurs de se sacrifier autant. Si le gouvernement reste sourd, il n'y a pas un autre moyen de l'amener à changer. On l'a vu ailleurs en France également, contre les réformes, les travailleurs ont été obligés d'abandonner parce qu'ils ont mis trop d'argent dans la grève. Ça peut aussi être cet argument-là que le gouvernement s'est donné. Maintenant, on verra cette capacité des syndicats à aller ensemble et à coordonner donc la réaction. Bon, on verra bien. Du coup, les faits nouveaux aussi, c'est que ça semble être, ça concerne pratiquement tout le monde. Oui. Et là, on a vu déjà les syndicats de la magistrature qui annoncent aussi les couleurs. Et c'est là aussi un secteur assez sensible qui peut peser lourd dans la balance. C'est ce que je dis. Cette fois-ci, la mesure étant tellement générale, on voit une sorte d'unanimité qui se dégage. Ces syndicats des magistrats, traditionnellement, qui ne peuvent pas s'asseoir sur la même table, qui font un communiqué, de plus en plus d'ailleurs, un communiqué conjoint, convoquant donc les responsables syndicaux afin de prendre des mesures qu'ils ont déjà annoncées d'ailleurs dans leur premier communiqué. Donc on verra, je pense, une sorte d'uniformisation de l'action syndicale qui peut être quand même, à mon sens, assez dangereux en termes de paralysie de l'action gouvernementale, en termes de paralysie de l'action de l'administration. À vouloir récolter des recettes sur l'UTS, on peut en perdre aussi suffisamment parce qu'on voit effectivement qu'il y a une sorte aussi, une organisation désormais, une coordination des syndicats, ils ont appelé ça de la sécurité intérieure, qui intègre aussi les syndicats de la douane, du ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, etc. C'est aussi le risque aussi de perdre des recettes à travers ces structures également. À d'autres niveaux, bien sûr. Donc c'est ce que, d'ailleurs, les responsables syndicaux des impôts ou des finances l'ont dit. Cette cagnotte de 20 milliards environ que le gouvernement recherche a une portée sociopolitique très importante, alors que le gouvernement aurait pu passer par d'autres niches fiscales, comme ils l'ont démontré, pour retrouver les recettes plus importantes d'ailleurs que les 20 milliards. Sans compter qu'il y a la question aussi de l'exemplarité qui est posée par les organisations syndicales sur le fait que justement certains ministres ne respecteraient pas le décret fixant les émoluments, les salaires des membres du gouvernement. Il y a aussi cette question aussi du manque d'imposition des logements ministériels parce que c'est une question de nature. Mais parallèlement, il y a comme aussi pour les syndicats une forme aussi d'iniquité au niveau fiscal aussi, ou de l'imposition, selon qu'on est membre du gouvernement ou qu'on occupe de hautes fonctions. C'est ce à quoi le ministre Diandjounou a tenté de répondre. Vous avez vu que sa première argumentation était de dire que même eux sont touchés par l'impôt sur l'UTS sur les indemnités. On a parlé par exemple du logement des ministres, ça ne sera pas imposé. Mais c'est ce qu'il veut dire, c'est que ça sera imposé. C'est ce qu'il veut dire. Comme on vient juste de voir l'UTS sur les primes et les indemnités. Les textes à ce niveau n'ont pas été modifiés, je ne pense pas, sur le fait que quand c'est en nature ou en espèces. Oui, bon. Ce qui est sûr, je crois que nous ne sommes plus à ces détails-là, vu que la mesure est déjà appliquée aux travailleurs. Donc c'est le débat et la communication sur l'égalité et l'équité de cette mesure qui va primer. Donc les syndicats, comme je le disais tantôt, disent qu'il y a d'autres niches fiscales. Si on prend le cas des restes à recouvrer qui s'élèverait à 500 milliards, il suffirait de recouvrer peut-être 200 pour aller 10 fois plus que ce que l'UTS va apporter. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement ne part pas dans ce sens et plutôt cherche à s'acharner en griffe selon les syndicats et sur les travailleurs, eux qui n'ont que leur salaire pour subvenir à leurs besoins. Le pouvoir d'achat aussi s'érode. On a vu aussi avec le coût du carburant qui a considérablement augmenté. Le pouvoir d'achat s'érode et ça s'aggrave parce que avec les déplacés internes,
il y a beaucoup d'agents publics qui supportent le coût de ces déplacés internes-là, parce que les parents seraient dans l'incapacité d'assurer leur vie à l'heure actuelle. Ils n'ont pas pu récolter. Ils se sont déplacés. Ils sont à Ouagadougou ici dans les familles. Il faut supporter ces parents. Donc les travailleurs vont avoir beaucoup de difficultés, des bouches à nourrir, des difficultés à faire face à leurs besoins. Donc je crois que, à mon sens, le minimum aurait été pour le gouvernement de planifier déjà une rencontre avec les syndicats, afin que tous les partis puissent développer leurs argumentaires. Mais je crains qu'au stade où nous sommes arrivés, à savoir que l'UTS est déjà apparu sur les bulletins de salaire, je crains qu'on ne puisse revenir en arrière, étant donné les principes de l'impôt. Il va falloir peut-être trouver d'autres façons de régler la chose. C'est le point de non-retour, oui. Et finalement, ce sont les arguments en termes de force en présence qui vont déterminer qui vont peser dans la balance. On attendra donc de voir pour la semaine La semaine prochaine sera déterminante pour faire le point, parce qu'il y aura des choses au cours de la semaine. C'est sûr. La suite de cette info, nouveau décor à la télévision nationale du Burkina Faso, nouveau mouvement d'humeur aussi, à l'appel du SYNATIC, le syndicat des travailleurs de l'information et de la culture. Les travailleurs ont observé 48 heures de sit-in cette semaine. Il est 8 heures ce jeudi 20 février. Dans la cour de la télévision nationale du Burkina, d'un côté, les agents discutent entre eux. De l'autre côté, les forces de sécurité qui veillent au grain. Ce matin, les travailleurs des médias publics observent un sit-in. Ils veulent amener le gouvernement à la table de négociation avec au menu le dossier de leur statut dérogatoire. Le statut dérogatoire a été pris, il est vrai, mais il reste à tracer le contour. Voilà. Et les contours, c'est quoi? On a dit c'est deux choses. C'est une dérogation en matière de comptabilité publique et c'est une dérogation également en matière de rémunération. Initialement prévu devant les locaux de la télévision, le sit-in annoncé s'est transformé en un stand-up à cause d'un important dispositif sécuritaire déployé sur place. Un dispositif que le SYNATIC dénonce. Il s'agit là d'une violation des libertés syndicales. Ce déploiement important de policiers de la BAC pour nous empêcher de tenir notre sit-in devant la télévision nationale, le SYNATIC le dénonce avec la dernière énergie. Nous ne sommes pas des vandales. Non, nous sommes des travailleurs consciencieux. Ce mouvement d'humeur intervient au moment où la télévision nationale fait peau neuve avec de nouveaux décors acquis pour le journal télévisé et certaines émissions. Un effort que le SYNATIC salue. Mais pour le syndicat, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certes, les travailleurs l'ont réclamé, certes, mais ce n'est pas que ça. C'est un aspect des conditions de travail. Le décor ne vient pas régler tous les autres problèmes qui sont là. Le serveur qui se plante, le problème de véhicules, d'autres problèmes techniques et d'équipement. Si, à l'issue de cette protestation, rien n'est fait, le SYNATIC se donnera les moyens d'engager d'autres formes de lutte pour exiger la satisfaction de ses préoccupations, a laissé entendre Aboubakar Sanfo, le secrétaire général adjoint du dit syndicat. C'est peut-être là aussi le mérite de l'imposition de l'UTS sur les primes indemnités au public. Ça a peut-être le mérite de taire les revendications d'autres sectoriels. Désormais, tous les regards sont tournés justement vers cette question de l'UTS. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mesure de l'UTS est tellement générale qu'elle va passer au premier plan. Et surtout, ça va agréger les revendications sectorielles qui se présentaient. On verra donc au niveau des syndicats, des travailleurs de la sécurité, les différentes revendications qu'on a vues par-ci par-là vont tellement se fondre dans cette question de l'UTS. Et c'est là où on pense que le gouvernement peut-être aurait dû en tenir compte pour voir qu'il serait beaucoup plus facile maintenant de créer une unanimité au niveau des travailleurs. Et donc, une plus grande efficacité des actions qui vont être planifiées. S'il y a des grèves, peut-être que les grèves ne pourront pas durer indéfiniment, mais il y a aussi des attitudes du travailleur, comme on a pu le voir au temps des fonds communs, qui peut donc amener des baisses de rendement
au niveau des administrations publiques, de sorte qu'ils n'iront pas en grève, mais ils vont ralentir l'activité, de sorte que les rendements vont s'en ressentir. Et là, ce sera un enlisement que le gouvernement aura en face et il ne pourra pas trouver de solution autre que certainement de revenir sur la mesure ou de faire une compensation à d'autres niveaux, par exemple par une augmentation des salaires ou en ajoutant d'autres indemnités non prises en compte pour pouvoir compenser ce qui est arrivé. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour envisager ou calculer les risques qui vont apparaître. Comme on l'a déjà dit, la semaine qui va se démarrer demain lundi est déterminante puisqu'on verra ce que les syndicats vont dire, qu'est-ce que les syndicats vont planifier comme action. Et là, on verra, peut-être en fin de semaine, le gouvernement également nous dira quelle réponse finale il apporte à cette situation-là. Et peut-être dimanche prochain, on fera ici le point sur cette nouvelle affaire. On attendra donc de voir. Sur la scène politique nationale, il y a aussi cette autre polémique, le foisonnement des opérations de délivrance de CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. L'opposition accuse le parti au pouvoir de velléité de fraude. C'est depuis sa tanière que le lion rugit ce 20 février. L'Union pour le progrès et le changement s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'opération de délivrance massive de CNIB au profit des militants du MPP. Le parti au pouvoir, par le truchement de ses cadres, subventionnerait les cartes d'identité uniquement sur la base de l'appartenance politique des bénéficiaires. Un tri que le parti du Lion a du mal à comprendre et qui fausserait le jeu démocratique. On a vu un ministre qui va chez lui, sur la base des listes qui sont déjà conçues, délivrer des CNIB à une population bien ciblée. Et nous avons vécu le cas. Toute personne qui part et qui n'est pas d'obédience, j'allais dire MPP ou autre, n'a pas droit à cette CNIB. C'est le constat sur le terrain. Et nous disons, pour aller à des élections avec de telles pratiques, nous pensons que ça cause énormément de problèmes. Et ça risque de fausser les règles du jeu. Et c'est pour cela que nous dénonçons cela avec force. Les exemples sont légion. Dans la boucle du monde, on a vu aussi ce qui s'est passé. Et même le président de l'Assemblée a conduit des opérations dans ce sens. Et tenez-vous bien, ils ont des listes. Quand vous allez, nous avons invité nos militants à y aller. Carrément, on leur dit, en Anoro, on leur a dit carrément qu'ils n'ont pas leur nom sur leur liste. Puisqu'il y a des gens qui sont là pour identifier, pour canaliser. Vous voyez, moi je ne sais pas, vous voulez qu'on déshabille le masque là pour que vous sachiez qu'il y a un individu à l'intérieur? Le Conseil des ministres du 19 février a prorogé de 2 mois la période de révision des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Initialement prévue pour s'achever le 31 mars, elle va se poursuivre jusqu'au 31 mai 2020 pour les Burkinabés de l'intérieur. L'UPC suggère au gouvernement d'en faire de même pour la diaspora. Dans les ambassades et dans les consulats, toute chose qui n'a pas permis à des Burkinabés qui se trouvaient à des distances très éloignées de pouvoir s'enrôler. Nous disons tout simplement et nous interpellons le gouvernement que cette injustice grave faite à la diaspora la soit rattrapée justement en revoyant une révision exceptionnelle pour que ces Burkinabés de l'étranger là puissent se faire enrôler. La loi a été votée le 23 janvier. L'enrôlement de la diaspora a pris fin le 26 janvier 2020. Où est l'équité dans cela? Concernant le déroulement de l'enrôlement des électeurs de l'intérieur, l'UPC dit avoir constaté des résultats médiocres. Cela s'expliquerait non seulement par l'insécurité dans certaines sous-zones, mais aussi par le désordre entretenu par le MPP et ses alliés et par la vétusté du kit d'enrôlement. Sur cette question justement, déjà, y a-t-il un problème à ce qu'un parti politique délivre des CNIB à ses militants? Est-ce que ça pose un problème? On se demande pourquoi l'opposition ne fait pas de même, tout simplement. Oui. Quand on a annoncé le sujet, j'ai m'étais attendu à ce qu'on nous expose des fraudes au niveau de l'ONI sur les enrôlements, donc, sur la délivrance de la CNIB, mais il n'en est pas question. Il s'agit plutôt donc de l'activisme que les partis font pour faire enrôler leurs militants. Et là, j'ai du mal à voir où se trouve la difficulté, étant donné qu'il est aussi loisible à tout le monde de le faire et de mobiliser ces militants pour les amener à s'enrôler. À moins qu'il n'y ait d'autres aspects qui n'ont pas été exposés ici, j'ai du mal à voir où se trouve la difficulté. L'opposition, c'est une façon de corrompre l'électeur, c'est-à-dire je vous offre une CNIB, mais en retour, vous devrez voter pour moi. Oui, de toute façon, il faut la CNIB. Et la CNIB est un document d'état civil national. Tous les citoyens devraient en fait l'avoir. Moi, tant que
le processus de la délivrance de la CNIB n'est pas entaché d'irrégularité, à savoir le caractère biométrique n'est pas respecté, moi j'ai du mal à voir en quoi se trouve la difficulté ici. Si les CNIB qui sont délivrés par la police sont conformes à ce qui se fait d'habitude, à savoir qu'on enregistre un seul individu et une seule CNIB est délivrée et qu'on ne peut pas enregistrer 2 personnes sous le même nom par exemple et avoir 2 CNIB par personne, pour moi je crois que le grand risque est couvert. Le reste, ça va être une question donc de mobilisation et de toute façon, cette question de mobilisation est passée. À moins qu'on nous prouve que c'est les moyens de l'État qui sont utilisés pour faire ça. Voilà, cet autre aspect également peut être évoqué. Si on transporte par exemple les populations avec des cars de l'État ou des véhicules de l'État, ou que ça démontrer que des ministres utilisent l'argent public pour l'argent, ça va être difficile. Ça peut poser problème, mais pour l'instant, ça ne s'est pas prouvé. Oui, c'est ça. Tant qu'on ne démontre pas l'irrégularité, il est difficile, sur le simple principe de faire des listes pour enrôler les citoyens, je ne crois pas que ça pose vraiment un réel problème. Mais il faudrait peut-être investiguer plus sur le dossier, voir s'il y a des irrégularités, soit dans l'opération qui est faite avec peut-être les moyens de l'État, des moyens indus, ou bien est-ce qu'il y a une irrégularité dans la délivrance de la CNIB au niveau de l'ONU. Ce qui serait beaucoup plus intéressant pour nous, c'est cet aspect des choses-là, à savoir qu'en ce moment, le fichier de la CNIB ne serait plus biométrique et qu'on peut donner 2 cartes à une seule personne qui pourrait les utiliser à des fins. Parce que là, justement, l'opposition se contente de dénoncer, mais peut-être que l'opposition gagnerait à faire de même, de sorte à ce qu'il y ait le maximum de Burkinabés qui est le maximum de Burkinabés est la CNIB, oui, tout à fait. Et puisse peut-être effectivement aller se faire établir une carte d'électeur. Et qu'on ait le maximum d'électeurs cette fois-ci, puisqu'on sait déjà de quoi il s'agit. Pour cet enrôlement qui est en train de commencer, il y a 4 500 000 potentiels électeurs pour l'enrôlement, et on sait que c'est la tranche d'âge entre 18 et 25 ans. C'est-à-dire que depuis le dernier enrôlement, il y a ceux qui viennent qui ont eu 18 ans après le dernier enrôlement. Donc, on connaît déjà le public qui est visé. Donc, c'est dans ces publics-là que l'opposition devrait travailler à aussi mobiliser, de sorte que peut-être qu'on ait les 4 500 000 électeurs en plus sur les 5 500 000 qui existent. Donc, on a en novembre qu'on ait les 10 millions d'électeurs. Et à ce moment, chaque parti politique, chaque candidat à l'élection présidentielle ira faire son marché dans ces 10 millions d'électeurs. Pour l'opposition, il appartient au gouvernement, à l'État, de faire en sorte que la CNIB soit accessible, c'est-à-dire il appartient au gouvernement d'organiser ces campagnes de délivrance, quitte aussi à subventionner justement ces CNIB. La CNIB aujourd'hui, je crois qu'il y a des sites de délivrance qui sont là. La police est déjà déployée sur le territoire et délivre donc les CNIB à différents endroits. Pour ça, je crois qu'à moins d'ajouter les kits pour peut-être faire des zones, couvrir des zones particulières, je ne vois pas trop qu'est-ce qui peut être fait en plus à ce niveau-là. La subvention, oui, je pense que c'est un aspect pertinent parce que vu la situation qui prévaut, les déplacés peut-être à qui on veut qu'ils s'inscrivent sur le fichier électoral, qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire, on peut peut-être envisager une opération spéciale pour les déplacer, les délivrer gratuitement à la CNIB, pour ceux qui n'en ont pas, et ainsi les donner une sorte d'aide. Autrement dit, on se focalise ici sur les fraudes. Les aspects de fraude, là où elles se trouvent, il faudrait les pourchasser. Autrement dit, sur la question qui vient d'être évoquée, je crois que les autres partis gagneraient à mobiliser également de leur côté, de sorte à avoir un maximum d'inscrits sur le fichier électoral. Parce que celui qui réussira à offrir le maximum de CNIB à des électeurs a plus de chances d'amener ces électeurs vers l'établissement des cartes d'électeurs. Bon, c'est une présomption, hein. C'est vrai même si ce n'est pas systématique. C'est pas systématique, voilà, c'est une présomption. On peut offrir une CNIB, mais le vote peut aller ailleurs. Voilà. On a vu que c'est un document d'état civil indispensable pour tout citoyen. Il leur faut la CNIB. Beaucoup n'ont pas pu le faire pour diverses raisons. Si l'élection est une occasion pour eux d'avoir la CNIB, beaucoup la saisiront. Mais cela ne garantit pas d'abord un enrôlement dans le fichier électoral, qui est une des conditions. C'est un autre défi. C'est une condition pour pouvoir utiliser la CNIB à l'élection et surtout aller ces jours-là à l'élection.
Donc, il n'y a pas de garantie déjà que la délivrance de la CNIB emporte automatiquement un rapport de force électorale. C'est pour ça que, si cela était le cas, et que les autres également fassent le maximum, à moins que les moyens de l'État ne soient utilisés. Si, par exemple, le haut-commissaire, dans un endroit, veut faire des opérations de délivrance de CNIB et qu'on voit que la liste est celle des militants d'un parti, là, effectivement, ça pose problème. Mais là, c'est difficile à prouver. On ne demande pas des cartes de membres. C'est ce travail-là que je crois l'opposition devrait faire pour démontrer l'irrégularité qui existerait dans cette opération. Parce que tel qu'est présenté, on ne voit pas bien en quoi se pose le problème. Voilà, merci. Cheikh Koulibaly, nous sommes en fin d'émission. Ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir.